Quand on devient développeur, on le fait pour une bonne raison, c'est pour faire des applications, la plupart du temps. Ces applications-là, déjà, il serait peut-être bien de les définir. Donc une application, c'est un outil numérique que vous pouvez retrouver sur votre ordinateur, sur votre téléphone, sur votre tablette, et cet outil va vous permettre de faire certaines tâches. Libre à vous de définir quelles sont ces tâches-là. En tant que développeur, vous devez être capable de construire n'importe quelle tâche possible pour que les utilisateurs puissent faire ce qu'ils souhaitent à l'arrivée. Alors, je reste très abstrait parce qu'en fait, le champ des possibles des applications est totalement libre. Il n'y a que votre invention qui est la limite. Une application web, la différence avec une application standard, c'est que vous n'allez pas télécharger l'application. Ça ne va pas être comme un PowerPoint, par exemple, que vous allez télécharger et devoir lancer l'application pour pouvoir y accéder. Non, là, tout reste sur Internet, sur le web. Vous allez sur Internet, enfin sur votre navigateur, vous tapez l'URL que vous souhaitez et votre outil est là à disposition sans que vous ayez besoin de télécharger quoi que ce soit. Donc nous, en tant que développeur web, le cœur de notre métier réside là-dedans, il ne réside pas dans les sites vitrines. Un site vitrine, c'est un site qui ne sert juste à afficher des informations. Il n'y a aucune fonctionnalité. Une fonctionnalité, c'est tout simplement une action que l'on peut faire sur le site qui déclenche des événements. Par exemple, si vous vous connectez, rien que le principe de se connecter sur un site, c'est une fonctionnalité. Parce que quand on se connecte sur un site, il y a plusieurs choses à faire, on y revient juste un peu plus tard, mais une de ces choses-là, c'est de vérifier s'il existe déjà un utilisateur dans l'application, si quelqu'un s'est bien inscrit avec ces identifiants-là. Mais pour faire ça, on ne peut pas faire ça juste avec des données, il y a du code, il y a de la logique, il y a de la réflexion à avoir. Est-ce qu'il existe un utilisateur existant déjà sur mon site? Et bien tout ça, on va apprendre à savoir comment ça marche, comment est décomposée une application web pour réussir à faire fonctionner tout cela. Alors, une application web est décomposée toujours en 3 grandes parties. Ce n'est pas juste un découpage pour vulgariser la chose, c'est réellement 3 métiers différents. On peut tout fusionner en un seul métier, mais on peut aussi en faire 3 métiers différents, tant le champ des possibles est large dans chacun. Le premier domaine, c'est le front-end. Donc j'y viens juste après. Ensuite, nous verrons le back-end, et enfin, nous verrons tout ce qui est données. Alors le front-end, dans un premier temps, c'est la vitrine de votre application. C'est-à-dire, c'est ce qui va permettre d'afficher quelque chose à l'écran de l'utilisateur. Vous vous rappelez certainement, sur une de nos vidéos précédentes, que je vous avais appris que le navigateur était capable de lire 3 fichiers. Le HTML, le CSS et le JS. Eh bien, le front-end, c'est tout le code HTML, CSS, JS que vous allez écrire et qui sera ensuite envoyé aux personnes qui veulent consulter votre site. Donc, c'est la vitrine, c'est ce que les gens voient. Ce que les gens voient, c'est un domaine à part entière. Donc si on reprend l'exemple de la connexion, ce serait uniquement le fait de voir la page connexion. Il y a un peu plus que ça qui rentre en jeu, mais j'y viens juste après. Donc il y a plusieurs technologies qui permettent de faire du front-end. Soit vous pouvez écrire directement HTML, CSS, JavaScript, soit vous pouvez utiliser des bibliothèques, des technologies qui sont déjà faites, qui vous permettent de gagner du temps sur certains points. Les plus connues parmi elles sont React, Vue, Svelte, Angular, et il y en a plein d'autres. Vous n'êtes pas cantonné à ces 3 langages que je vous ai présentés, vous pouvez prendre toutes les technologies que vous voulez du moment qu'elles sont compatibles front-end. Mais quoi qu'il arrive, ces technologies, ce qu'elles font à l'arrivée, c'est qu'elles vont générer les fichiers HTML, CSS, JS à partir du code que vous avez écrit. Parce qu'il n'y a que ça qui est compris par le navigateur. Le back-end, quant à lui, il constitue toute la logique, toute la réflexion autour de votre outil. Donc c'est là où réside le cœur de votre application. C'est ici qu'il faut mettre des gros verrous de sécurité. Donc si on reprend la connexion, le back-end, lui, il va recevoir l'information de la personne qui a cliqué sur le petit bouton se connecter. Il va recevoir le nom d'utilisateur, il va recevoir le mot de passe, et il va d'abord vérifier, ok, est-ce que ça c'est sécurisé tout ce qu'on m'envoie, est-ce que c'est pas un petit malin qui essaie d'envoyer des informations un peu n'importe quoi pour me pirater. Puis après, on va vérifier si la personne qui essaie de se connecter, elle est bien valable, s'il est bien passé par le site internet pour faire sa demande, bref, plein de petites sécurités à tester en amont. Une fois qu'on a fait toutes ces validations-là, et seulement à ce moment-là, on va regarder s'il existe effectivement cet utilisateur-là en base de données. La base de données, c'est un endroit, vous voyez ça comme un grand tableau dans lequel on stocke toutes nos informations. Par exemple, il y a un tableau avec une colonne nom, prénom, mail, mot de passe, et à chaque fois, chaque nouvelle ligne, c'est un nouvel utilisateur. Et c'est littéralement ça, une base de données, c'est un ensemble de plein de tableaux.
Le fonctionnement est beaucoup plus complexe qu'un simple tableau, mais c'est réellement la représentation que l'on se fait en tant que développeur d'une base de données, un ensemble de tables, donc des tableaux, ça va très bien. Donc on va chercher dans ce tableau utilisateur, est-ce que j'ai un utilisateur qui correspond aux informations qui ont été rentrées par celui qui essaie de se connecter? Si oui, il existe, très bien, eh bien je vais générer des petits identifiants uniques que l'on appelle des tokens. Je vais les envoyer au client, j'espère que vous vous rappelez de cette notion-là de la vidéo précédente également, donc à l'ordinateur sur lequel la personne qui a rempli le petit formulaire eh bien, a fait la demande de se connecter. Donc on envoie à cet ordinateur-là les tokens qui stockent à certains endroits, ça ce sera le sujet d'une vidéo à part entière, toute la sécurité autour des tokens, et il est enfin connecté. Et vous voyez, il s'en est passé des choses, hein. Vous avez cliqué sur un bouton, mais il s'en est passé énormément de choses, et tout ça, c'est le rôle du back-end. Mais alors, comment on fait pour faire communiquer le back-end avec le front-end? Eh bien, on l'avait vu, c'est les petites requêtes qui transitent entre les deux, pardon. Vous vous rappelez, les petites requêtes, ce sont les requêtes get, les requêtes post, patch, put, delete que l'on a vu, donc HTTP. Eh bien, on appelle ça une API. L'API, c'est le fait de formater nos données que l'on envoie du front-end au back-end et du back-end au front-end, de manière à ce qu'ils soient compréhensibles des deux côtés. Et la norme que l'on utilise aujourd'hui pour ses performances et sa rapidité, c'est le JSON. JSON, c'est un format textuel qui permet de représenter des informations sous un certain format. Ce n'est pas important pour le moment. Donc, le client clique sur le bouton se connecter, les informations sont envoyées au back-end via le JSON, le back-end lit les informations, fait des outils de sécurité, vérifie si l'utilisateur existe, et il envoie au front-end les tokens. Et tout ça, c'est la petite API intermédiaire qui permet de faire transiter les données. Donc, cette API-là, il y a plusieurs méthodes qui existent. Il existe l'API REST, il existe l'API SOAP, il en existe plein d'autres. Alors, ces API ne sont pas très différentes, en fait, c'est plutôt de comment on met en place cela, quels sont les standards à utiliser. Donc, comment on standardise la chose, comment on écrit vraiment les requêtes, comment on les appelle, etc., etc. C'est pour que tous les développeurs travaillent pareil. Vous savez, c'est toujours pareil, quand un outil fonctionne, eh bien, on va pas essayer de réinventer la roue, on va tous se baser sur le même pour qu'on puisse tous parler le même langage et tous se comprendre. Donc, l'API la plus utilisée aujourd'hui, c'est l'API certainement REST, qui sont des règles RESTful, que l'on verra une prochaine fois. Et notamment, l'intérêt, c'est d'utiliser des requêtes get, patch, put, post, delete, suivant ce que l'on fait, comme on avait parlé dans la vidéo précédente. Le format de réponse, lui, du back-end, il renvoie toujours un message ou des données, si ce sont des données qui sont attendues. Par exemple, si je m'inscris, je vais avoir une petite réponse qui me dit « Oui, c'est bon, l'inscription a bien fonctionné. » Comment je le devine, sinon, que ça a bien fonctionné? Et le petit statut, c'est un code en 3 chiffres qui va vous dire si ça a été une réussite ou un échec. Et vous connaissez certainement un code, le 404, not found, donc ça veut dire tout simplement que la ressource n'a pas été trouvée. De cette même manière que le 404 veut dire que la ressource n'a pas été trouvée, il y a plein de chiffres qui existent qui ont une signification particulière. Et donc c'est au back-end de dire, voilà telle réponse, telle réponse, telle réponse en fonction de ce qu'il s'est passé. Il existe un métier qui fait tout ça à la fois, qui s'appelle le développeur full stack. Donc le full stack, lui, il sait tout faire. Le front, le back, la base de données, il sait tout gérer. En théorie, tous les développeurs savent tout gérer, c'est simplement qu'on a tendance à se spécialiser plutôt sur l'un ou sur l'autre, parce qu'il y a tellement de travail à fournir sur l'un comme sur l'autre, qu'il vaut mieux se focaliser sur un pour être vraiment très très bon là-dedans. Aujourd'hui, avec la montée de l'IA, c'est de plus en plus possible d'être full stack, et à vrai dire, je vous recommande très très fortement de connaître un petit peu tout. De vraiment être capable d'être à l'aise avec n'importe quelle technologie, de comprendre toutes les failles de sécurité, comment on gère tout le côté back-end, comment on gère aussi la sécurité côté front-end, c'est la première barrière. Comment on gère la sécurité de la base de données, à part, en plus du back-end. Bref, toutes ces notions-là, il faut y être sensible et il faut s'y former, c'est très important. Comme ça, vous serez capable de gérer l'IA facilement. Si vous commencez à demander à l'IA de faire des choses que vous ne maîtrisez pas vous-même, 3/4 du temps, elle va faire n'importe quoi. Alors, le métier que je vous recommande, donc, je vous en ai parlé, je vous recommande fortement avec l'IA aujourd'hui de vous former à tout, d'être capable de comprendre tout ce qui se passe côté front-end, back-end, base de données. Maintenant, il existe encore des boîtes, bien sûr, qui vont vous demander de vous spécialiser dans des technologies. Des entreprises même qui ont des problèmes de sécurité, qui ne peuvent pas utiliser l'IA tout le temps,
et des boîtes tout simplement qui préfèrent séparer les tâches pour qu'on soit meilleur dans chacune. Donc les métiers de front-end et back-end ne sont pas morts du tout. Simplement, je vous recommande vivement de vous orienter vers du full stack. Alors, je vous ai parlé de ces 3 métiers-là, mais à vrai dire, il y en a plein d'autres de métiers qui sont pas propres forcément au développement, mais qui sont transverses à toute l'informatique. Vous pouvez être technicien de proximité, donc par exemple être capable de réparer des ordinateurs. Vous pouvez être DevOps, alors ça demande quand même d'être développeur pour être DevOps, mais ce sont ceux qui permettent, qui gèrent les infrastructures. C'est un métier à part entière, ce n'est pas du tout évident de le faire. Il y a le métier de testeur, donc pour être capable de tester des applications, de mettre en place une procédure de test pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème et que si on fait des modifications, on n'a pas cassé du code qui existait déjà. Il y a des métiers qui reposent uniquement sur les bases de données pour faire du requêtage. Bref, le champ des possibles est absolument énorme. À vous de vous renseigner sur votre métier. À vous de vous renseigner également sur les outils IA aujourd'hui que vous pouvez utiliser pour vous accompagner. Et tout cela fera de vous un meilleur candidat pour postuler dans des entreprises. Si vous souhaitez devenir développeur web ou que vous êtes passionné par les nouvelles technologies, notamment l'arrivée de l'IA, eh bien sachez qu'on ouvre une nouvelle formation au sein de l'école RI7 qui s'appelle Orchestrateur IA. Il s'agit d'une formation diplômante de niveau Bac+2 dans laquelle nous vous apprendrons à développer des applications web par vous-même. On vous y apprendra également à utiliser différents outils que nous met l'IA à disposition pour que vous soyez capable d'optimiser votre travail et d'être efficace. C'est une véritable compétence qui est attendue demain dans les entreprises et qui permettra de vous faire la différence sur le marché. Faites attention, les places sont limitées. Le recrutement se termine en septembre pour cette première promotion. Vous avez toutes les informations de contact dans la description de la vidéo. Exceptionnellement pour cette première formation, nous avons mis en place un système de promotion. Si vous trouvez le code présent dans la vidéo quelque part, je vous laisse bien regarder. Il suffit de nous dire au téléphone le code et on vous appliquera la réduction.